Sous le bandeau, émission numéro 44. On a pris les petites vacances, je crois, durant les dernières semaines. Hein? Je pense que ça fait quoi? Ça fait à peu près un mois, Sylvain, qu'on n'a pas été sur les ondes. Donc, un grand bonjour à tout le monde. On est un peu une table pleine aujourd'hui, toujours à 2 mètres de distance. Il y a un mètre ici, il y a un autre mètre là, il y a un autre mètre là. Fait qu'on s'assure quand même de respecter la réglementation. Donc, et on a le sujet aujourd'hui de la fraternité. Donc, mes frères et sœurs. Mon frère Sylvain, comme à l'habitude, est toujours le premier. Comment ça va, mon frère Sylvain? Ça va très bien, en pleine forme. All right. Oui, on se repose. On se prépare pour l'automne qui s'en vient avec beaucoup de formations, des colloques et tout ça. Ouais. Pas mal de changements dans ta vie, on le sait. Je pense tu l'avais déjà annoncé de façon publiquement, mais là, tu as des nouveaux projets en plus qui vont démarrer. Oui, effectivement. Il y a des nouvelles choses qui s'en viennent. Là. Ça va bientôt être officialisé. Là. Ça l'est pas encore, mais ça va l'être durant le mois d'août. Là. Ah, excellent. C'est le fun, ça. C'est le fun à entendre. Moi aussi, de mon côté, on a plein de nouveaux projets. Je commence à travailler le 3 août. Là, donc, lundi prochain, je recommence à travailler après 6 mois de congé. Donc, fini le temps de me reposer, là, c'est le temps de passer à l'action aussi, là, donc on n'a pas trop le choix. Là. Mais, excellent, cool. Ben, écoute, merci Sylvain d'être parmi nous. Claudia, allô? Allô? Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Ça fait longtemps aussi, je t'ai pas vu. Je sais, ça fait longtemps. Oui, tu étais occupé toi aussi, tu as fait plein d'affaires durant l'été. Là, est-ce que tu te prépares là, pour... parce que là, on peut-tu dire qu'on est à la fin de l'été? Je pense pas qu'on est encore à la fin de l'été, on est encore en plein milieu. Au moins au milieu de l'été. Au moins au milieu de l'été, OK, ouais, c'est ça. Il en reste encore. C'est ça. Ouais. Ouais, je sais. Non, mais moi, écoute, peu pessimiste. Je sais, c'est juste que, tu sais, vu que ça fait 6 mois que j'étais à la maison, pour moi, j'ai vécu l'été vraiment là, depuis le début du mois de mai. Ça a été à date, c'est un été record. Là. Pour moi, c'est fantastique comment il a fait chaud, il a fait beau. Et évidemment, on est tous enfermés dans la maison. Fait que ça, c'est encore mieux. Tout le monde peut dire, finalement, on a eu un été de marde parce qu'on était tous à la maison, tu sais. Mais moi, je l'ai vécu, tu sais, à tous les jours. Fait que pour moi, l'été a duré très longtemps. Toi, c'est l'été depuis mars. C'est ça. Il y avait pas de la neige en été au mois de mars, je dois te dire. Là, mais, cool. Ben, écoute, fantastique de te revoir aujourd'hui. C'est le fun. T'es toute rayonnante, toute heureuse. On dirait que t'as une phase de nouvelle révélation en plus. Je sais pas pourquoi, mais je sais pas, t'as l'air comme ça, t'as le sourire jusqu'aux lèvres. Je vois ça de même. Mais écoute, un grand merci d'être avec nous. Merci à toi. Puis écoute, on a 2 bons invités, des récurrents en fait. Notre frère Yves, comment ça va mon frère Yves? Ça va très bien. Oui. Franco. Comment ça se passe de ton côté, de ce milieu d'été? J'arrive d'un petit séjour sur la basse Côte-Nord. J'ai fait 3000 km. Wow! Donc, je suis allé sur les terres de mon enfance parce que Natashquan, c'est le village natal de ma mère. Donc là-bas, le fleuve, ça devient l'estuaire. On ne voit pas la fin. Ouais. À ma grande surprise, on se baigne dans l'estuaire, même si c'est à 1300 km de Montréal. C'est parce que l'eau est réchauffée par une rivière, la rivière Natashquan, qui se jette dans l'estuaire. Et elle réchauffe l'eau. Donc, on est dans la mer, dans l'eau salée, puis on se baigne à cette latitude-là, l'été. Ça m'a beaucoup surpris. J'ai pris beaucoup de lumière là-bas et j'ai beaucoup aimé ce séjour, malgré que c'est une longue route. Oui, c'est ça, je peux imaginer. C'est combien d'heures de route de Montréal, en fait? Ben, c'est 1326 km qu'on fait en étape. Ouf! Hein? OK. Donc... C'est quasiment... je me demande c'est quoi la différence entre ce chemin-là et le chemin pour aller en Gaspésie. Est-ce que la Gaspésie, c'est quand même plus loin? Ou... La Gaspésie, c'est moins loin. C'est moins loin, OK. C'est moins loin. Percé, c'est 1000 km de Montréal. OK. Donc, si on fait le tour de la Gaspésie, évidemment, on fait un petit peu plus. OK. Oui. C'est du côté sud aussi. C'est du côté sud aussi? Ouais. Ah! T'as-tu déjà été dans le coin de la Gaspésie aussi? Moi, ça fait de faire à peu près au minimum 20 ans que j'ai pas été en Gaspésie. Là. J'entends que... Une fois, mais je suis allée aussi déjà à Bécomo, dans ce coin-là. OK. Oui, bon. C'est là que j'étais cet été. Ah oui, bon, fantastique. Écoute, un grand merci, mon ami. Merci à toi là. De m'inviter encore une fois. Ben oui. Et notre frère Paul, comment ça va, Paul? Moi, ça va bien. Malgré mon âge, ça va bien. Ils m'ont pas condamné encore, alors ça va. T'es pas enfermé? Moi, je suis arrivé, j'étais au Mexique. OK. Et je suis arrivé le 17 mars. OK.
avec des gens qui me distribuaient des papiers, l'aéroport, vous sortez pas de chez vous pendant 2 semaines. Moi, personnellement, ça me dérange pas. Ouais. Vu que j'ai des facultés monastiques. Alors ça... non, ça s'est bien passé. C'est pas... bien sûr, je sortais dans la rue, parce qu'il faut quand même pas rester confiné là, d'une manière monastique trop stricte. Ouais. C'est ridicule. L'oxygénation, c'est important également pour le corps. Oui, effectivement. Puis même de plus en plus, je crois qu'on entend parler des gens qui commencent à avoir des problèmes même psychologiques. Là, à force d'être enfermé à la maison, là, c'est important de sortir, d'aller prendre l'air. Puis il y a de plus en plus de cas qui commencent à apparaître aussi. Là, donc, c'est... L'être humain est un animal grégaire, il ne faut pas l'oublier. Alors, il faut qu'il ait quand même un contact avec ses congénères. Oui, exact. Sinon... Bien sûr, tout dépend de la manière dont on entretient son cerveau. Ça, c'est très important. C'est toujours le phénomène de la conscience. Comme dit, si on s'en sert pas, le cerveau, il va s'endormir, point fini, c'est tout. Ouais. Alors, il faut toujours rester actif. Ouais. S'entretenir, non seulement les pieds pour marcher, mais la tête aussi pour penser. Ouais. Parce que pour marcher, une moelle épinière, ça suffit, on n'a pas besoin de cerveau. Ben, excellent, donc je suis content que tu sois en forme, tu sois capable de sortir aussi. Puis Oui. Ouais. Quand même, des fois, enfin, je ne vais pas raconter mes petits bobos, des fois on en a tous. Mais c'est mon genou, c'est pas grave. J'arrive à maîtriser la situation. Ben oui. Puis de votre côté, du côté du Grand Orient du Québec, comment ça se passe avec le COVID-19? Est-ce que vous avez quand même continué à résumer vos travaux d'une manière ou d'une autre? On a eu au printemps des tenues, des ateliers en fait, sur Zoom. C'était pas des tenues proprement dites. Et puis là, je prévois que le 12 septembre, une de nos loges, la Flamme écossaise, va reprendre ses travaux. Quant à nos 2 autres loges, les Amis réunis et la Nouvelle Alliance, là, les Vénérables Maîtres vont sans doute prendre une décision très prochainement, puis on va voir. J'ose espérer qu'on sera en mesure de reprendre nos travaux. Pour l'instant, légalement, on peut le faire, donc j'anticipe que ce soit le cas. Oui, puis je me souviens, puis c'est quoi la réglementation? Je pense que maintenant, ils ont augmenté ça, je pense, de 50 à 250 personnes là, qu'on peut avoir à l'intérieur là, d'une entreprise, là, au privé, là, pas dans un endroit public-privé, là, mais dans une entreprise en tant que telle, je pense augmenter jusqu'à 250. Maintenant, la distanciation sociale, ce qui va nous imposer quand même si on... certaines contraintes. Oui, c'est ça. C'est qu'on ne peut pas avoir une loge de 250. Ça ne fonctionnera pas nécessairement. Au niveau de nos rituels, c'est sûr qu'il y aura peut-être besoin d'adaptation, on va dire. Oui, je comprends. Surtout aussi, je pense que la distanciation, est-ce qu'il l'aurait réduit, je crois, de 2 mètres à 1,5 mètres? Je me souviens bien. Oui, ça a été réduit à 1,5 mètres, évidemment. Oui, c'est ça. Donc, au moins, il y a des améliorations, là, mais c'est de voir si la fameuse deuxième vague, on en parle souvent, si ça va vraiment arriver. Puis si ça arrive, est-ce qu'on va resserrer l'étau aussi? Là, c'est ça de voir aussi. L'Organisation mondiale de la santé a émis un communiqué, je pense, ce matin, annonçant que ça va durer assez longtemps, cette pandémie. Donc, si leur prévision pessimiste s'avère vraie, on en a peut-être encore pour 6 mois. Au minimum 6 mois. Là. Donc, ça revient à un aspect intéressant. Peut-être ça va aller peut-être un peu plus par-dessus le sujet d'aujourd'hui qui était la fraternité, mais quoi que ça va être quand même relié là-dedans, parce que qu'est-ce qu'on peut faire avec cette fraternité-là durant le COVID-19, mais justement, tu parlais de changement de rituel, tout ça. On en a parlé peut-être pendant quelques émissions dans le passé que la maçonnerie devrait évoluer. Mais selon vous, est-ce que vous croyez vraiment que cette situation-là avec le COVID-19, c'est une solution, c'est une opportunité justement pour essayer certaines évolutions? Évolution, je ne sais pas si passer à des ateliers virtuels, c'est une évolution. Ça peut être nécessaire, puis une expérience intéressante aussi sur le plan de la connexion mondiale. Samarcande, la Loge internationale du Grand Orient de France, a organisé une tenue solsticiale où il y avait 126 participants de 4 continents.
Okay. Alors, c'était très intéressant. Maintenant, si jamais on devait faire face à une obligation de confinement ou de réduction de participants, ce qui pourrait être intéressant, c'est de retrouver l'ambiance des premières loges qui étaient petites, souvent qui ont évolué dans une sorte de clandestinité, ce qui ne veut pas dire dans l'illégalité, là. Mais moi, je serais partisan de renouer avec le concept des petites loges. Hein? Si on dit bien que 3, 5, 7, la rente juste est parfaite, donc on pourrait très bien faire des tenues à 10 ou à 12 et puis respecter les contraintes légales tout en étant physiquement présent en loge. Si on avait l'impossibilité d'être 25 ou 30 ou 50, comme c'est souvent le cas dans nos loges à Montréal, on pourrait très bien travailler à 10 ou moins. Et puis, dans cette ambiance-là, d'alambic, petit groupe, de retrouver la chaleur, la communication, puis aussi la fraternité de ces premières loges qui étaient souvent... Nous, quand on a créé les Amis Réunis, tu te rappelles, Paul, on était 11 quand on a commencé. Et puis, on se rappelle aussi de l'ambiance chaleureuse que nous avions à ce moment-là. Je crois qu'on pourrait retrouver ça si on devait obligatoirement passer par là. C'est intéressant parce que moi, je me rappelle dans une des nombreuses entrevues que j'ai eues pour d'autres employeurs, à chaque fois que eux me posaient la question « Est-ce que vous avez des questions pour moi? » La question qui me revenait tout le temps, c'était « Comment votre entreprise s'adapte présentement dans le milieu avec vos bureaux et tout ça? » Puis une des entreprises disait qu'eux avaient leur plan original, c'était d'avoir un studio avec 850 employés. Puis maintenant, qu'est-ce qui se passe avec la COVID? Mais ils ont trouvé un moyen de réduire les effectifs à des studios de 30 personnes, puis que le restant travaillait de l'extérieur. Voilà. Puis ça me fait penser un peu à ça aussi, de réduire, soit peut-être de réduire le nombre de membres par loge pour faire des plus petites loges, tu sais. Je sais pas, vous autres, vous en pensez quoi de ça, Claudia? Je te regarde comme ça. Toi, t'en penses quoi de ça? Regarde comme ça? Ben oui, je te regarde comme ça. Mais je pense que, tu sais, c'est... À un certain moment, la loge, dans sa création, va nécessairement, éventuellement, se diviser parce que ça devient, tu sais, quand on regarde les grandes obédiences, nécessairement, à un moment donné, il va y avoir des... L'essaimage. Oui, de l'essaimage qui va se faire, justement. Donc, je pense que c'est un processus qui est quand même naturel, puis que peut-être, effectivement, que par adaptation, peut-être que l'essaimage pourra se faire plus vite qu'elle se fait en temps normal. Ouais. Donc, mais je pense que c'est quand même important quand même de garder une certaine structure, d'avoir au moins les offices et tout ça de rempli. Donc, un essaimage, mais tout dépendamment à quel point essaimage. À quel point, c'est ça. Oui, et puis là, le rituel d'initiation, évidemment, il suppose quand même un certain nombre de participants. On va avoir de quoi réfléchir. C'est ça, c'est un beau challenge, là, cette chose-là. Surtout, puis ça va peut-être aussi inciter peut-être plus de triangles à se créer aussi. Là. Il y a peut-être ça aussi là, dans le futur, ça peut être un bienfait. Là. Ouais. Toi, Sylvain, t'en penses quoi de ça? T'as l'air tout sage depuis tantôt. Là. Moi, je me concentre à surveiller le chien qui fait du bruit depuis tantôt. Là. Ben non, incorrect. On l'entend pas avec le système. Il n'y a pas de problème. Mais oui, effectivement, je pense qu'on va devoir peut-être réduire le nombre de membres par loge, puis peut-être éventuellement aussi créer des triangles un petit peu partout. Ça va amener ça, évidemment. Et surtout, si on doit retourner en période de confinement, là, on va devoir retourner aux loges virtuelles pour un certain temps. Ouais. Alors, c'est sûr que le bon côté des loges virtuelles, c'est que ça nous a permis d'entrer en contact avec des frères et sœurs un peu partout à travers le monde lors d'une tenue, chose qu'on n'aurait pas pu faire habituellement. Mais par contre, on n'a pas le plaisir d'être en loge puis de vivre l'égrégore, l'énergie sur place. Puis c'est différent. C'est vrai. Puis tu sais, dans cet exemple-là, moi, je me rappelle au mois de mars, à Saint-Jean-Baptiste, on avait initié, je crois, 6 ou 7 personnes. Et ces gens-là, tout de suite après, ont eu le COVID. Donc, ils ont participé à 3 tenues, tu sais, virtuelles. Ils n'avaient pas réussi à avoir une tenue en réel. Puis certains ont eu la chance. Je crois qu'il y a eu initiation là, dernièrement, donc parce que le gouvernement nous permettait de se rassembler. Donc, on peut vivre c'était quoi une ouverture, une fermeture de loge, puis comprendre la symbolique dans la loge. Mais c'est sûr que
je suis vraiment en train de brainstormer, mais est-ce que c'est viable vraiment un modèle où que éventuellement, puis là, je parle vraiment dans le pire des cas, là, disons là, que c'est pas 6 mois, mais disons c'est 1 an, c'est 2 ans, mais on peut-tu s'imaginer une situation où on va initier des gens en loge, puis après ça, on va les emmener sur le virtuel? C'est-tu vraiment de la maçonnerie? Je pense pas que c'est de la maçonnerie. Non. Là, je crois que on va retourner rapidement au rituel en loge. Il faut retourner là. On peut pas passer à côté de ça. Ouais. Donc, si je vous entends bien, c'est ça. Peut-être la solution, peut-être plus à court terme, ça serait de réduire les loges, là, en tout cas le nombre de personnes dans les loges. Je pense que j'avais entendu parler, peut-être c'était toi aussi, ou peut-être c'est un concept qui est pris des entreprises, mais en fait, je vais l'apporter plus de cette manière-là, mais moi, je me rappelle aussi dans certaines entreprises qui disaient, certaines journées de la semaine, c'est tel employé qui va y aller, puis l'autre journée de la semaine, c'est moi qui t'ai parlé de ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est un concept de rotation pour permettre à tous les membres de la loge de venir alternativement. Donc, en gardant quelques postes là, permanents, comme le vénérable maître, le secrétaire, pour assurer une continuité, bien sûr, une direction. Mais sinon, c'est le concept de rotation des membres. Mais si on est rendu au concept de rotation des membres, c'est pas mieux de revenir peut-être, comme on disait précédemment, de réduire le nombre de membres de la loge pour qu'ils soient tout le temps là? Oui, si. Enfin, tout ça, c'est des options que nous avons pour maintenir la présence en loge. Oui. Dans le respect des contraintes légales. Mais je trouve ça fascinant. Je trouve ça fascinant comment ça se passe présentement. Comment qu'on... tantôt, on parlait des évolutions. Même dans les rituels aussi, on n'a pas le choix de changer certaines choses. Je me rappelle de certains rituels. On a vraiment gardé... La chaîne d'union, c'est quelque chose qui est super important. Mais, je veux dire... c'est pas... je pourrais pas dire que c'est nécessairement adéquat de l'avoir présentement, genre quand on se touche main à la main, parce qu'il y a quand même certains risques. Je sais que certains frères et sœurs, dans certains endroits, que pour eux, ça leur dérange pas, puis tout le monde sont conscients de ça, puis c'est à eux de prendre leurs décisions, mais il y a quand même une adaptation qu'il va falloir faire. Là, c'est le concept de bulle qu'on a dans certains milieux, comme à l'école. Alors, dans une bulle de 7, 8, 9... j'imagine que la proximité peut être acceptée, mais si on est 30 ou 40, là, il y a un risque qu'on n'est peut-être pas prêts tous à assumer. Oui, c'est ça. Puis surtout le fait... donc, si on continue ça encore un peu plus loin aussi, ça veut dire qu'on va continuer à vouloir inviter tous les frères et sœurs, toutes les obédiences. Il va falloir réduire ça aussi au minimum. En effet. Ça va être... un aspect problématique parce que nos loges sont hospitalières. Nous, la Grande Loge Annie du Canada puis le Grand Orient du Québec, on se visite très souvent. Puis ça veut dire que c'est compromis un peu si on doit réduire le nombre de participants. C'est un défi. C'est peut-être le plus important défi de la franc-maçonnerie occidentale depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il est différent, mais il est quand même, je dirais, de la même ampleur. Là, pour qu'on se remette en question, qu'on se réinvente, qu'on assume notre mission, notre mandat spirituel et initiatique dans les conditions qui nous sont données par le destin. Heureusement, ce qui nous distingue de la Deuxième Guerre mondiale, c'est qu'à cette époque-là, les maçons étaient arrêtés par les nazis et condamnés. Hein? Ce que je craindrais, moi, par exemple, si on devait travailler en faisant semblant que rien ne se passe, on va peut-être effectivement expérimenter ce qui arrivait durant la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire la délation. Oui, exactement. Il faudrait absolument éviter ça, que des frères des maçons dénoncent d'autres maçons pour ne pas avoir respecté les règles. Ça revient au sujet de la fraternité. Oui, bien sûr. C'était un bon segway pour se rendre jusqu'à là, mon frère Yves. La raison pourquoi que j'ai voulu couvrir ce sujet-là sur la fraternité, c'est que moi, personnellement, j'ai vécu beaucoup de choses depuis les derniers mois. C'est pas une raison, je veux pas faire une thérapie aujourd'hui, on s'entend, là, mais je veux qu'on couvre mais je veux quand même qu'on couvre ce sujet-là parce que je trouve ça important de voir ça, parce qu'on dit en maçonnerie qu'on ne parlera pas de politique ni de religion en loge. Donc, il y a quand même cette prémisse qui est là aussi. Mais on va quand même le permettre à l'extérieur des loges parce que le maçon il est libre, il a le droit quand même de s'exprimer sur certains sujets. Et je crois que présentement, la situation du COVID fait en sorte que c'est quand même assez...
disons, les tensions sont fortes, que je pourrais dire. Moi, j'ai quand même une opinion assez... assez direct sur certaines situations sur le COVID. Moi, personnellement, je veux dire, le virus, pour moi, il est réel. Là, on s'entend. C'est un vrai virus qui a quand même des dommages et tout ça. Mais peut-être la manière qu'on fait la gestion de cette crise-là n'est pas optimale puis pourrait certainement être mieux améliorée. Donc, moi, j'ai quand même certaines opinions là-dessus et je vais les publier sur Internet et je vais donner mon opinion haut et fort. Et je reçois de la merde et je reçois des messages de haine de gens et ça revient à un sujet que je me suis rendu compte dans mon expérience là-dedans. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Mais puis ça revient avec on parle de certains sujets québécois, là, donc pour nos amis français, vous avez peut-être pas lu ça dans les nouvelles, mais on voit certaines personnalités publiques présentement se faire lapider littéralement sur la place publique, comme un peu dans un bûcher. On s'en souvient dans le temps, dans un bûcher, on faisait pendre les gens, puis les gens étaient les juges sans qu'il y ait un système de justice qui vient avec ça. Et dans certaines situations, moi je voyais ça, les articles de journaux passer, les gens... puis je peux dire, c'est néfaste pour une personne parce que la réputation, le moment que la réputation de la personne est entachée, qu'il soit vrai ou que ce soit pas vrai, si c'est vrai, bien, la personne va répondre de ses actes. Mais si c'est pas vrai, je vais prendre certains exemples. Il y a des gens qui ont perdu des sponsors en dedans de 40 secondes. C'est instantané. Les compagnies ont coupé ces liens-là, que ce soit vrai ou que c'est pas vrai. Puis on n'a pas laissé place au système de justice qu'on a établi pour régler ce genre de situation-là. Et là, quand je reviens à ma situation à moi, quand je veux exprimer certains sujets, je me rends compte que c'est ça, je reçois beaucoup de messages de haine, même par des membres Patreon. Là, j'ai reçu des messages, je ne les nommerai pas, c'est pas le but là-dedans, mais de recevoir des messages d'haine d'eux, disant que tu n'as pas d'affaire à dire ça ou blablabla. Puis, je dis, oui, je suis libre, j'ai le droit, j'emporte des faits. Si t'es pas content, t'es pas obligé de lire ou de contribuer. T'sais. Comme moi, si t'as une opinion, je suis pas obligé de répondre puis essayer de t'humilier sur la place publique. Et ça revient à moi à dire, qu'est-ce qu'est la fraternité? Et j'ai posé cette question-là aussi à nos membres, en fait, sur notre page Facebook, facebook.com/sous-le-bandeau. Il y a plusieurs questions, en fait, que nos membres de notre page veulent nous poser aujourd'hui. Donc, on pourra contribuer avec ça. Mais j'aimerais ça vous entendre, vous. Ça veut dire quoi la fraternité pour vous? Si je commence avec toi, Sylvain, qu'est-ce que ça veut dire la fraternité? Mon frère, je vais répondre à ta question, mais juste avant, tu as dit quelque chose de très important. Tu as dit, j'ai donné mon opinion haut et fort. Oui. Alors, tu as eu une réponse à la hauteur de ton opinion. Absolument. Tu sais, les réseaux sociaux aujourd'hui, ça a remplacé un peu le Colisée à l'époque des gladiateurs où ce que les gens pouvaient crier à tout acabit, tout ce qu'ils pensaient. Et aujourd'hui, il y a des gens qui se retrouvent derrière un clavier, qui n'ont pas la maturité et n'ont pas la conscience de la portée de ce qu'ils vont écrire ou ce qu'ils vont dire, puisque c'est public. Ouais. Et la façon de parler en public, c'est un art. Il y a des choses qu'on peut dire et des choses qu'on ne peut pas dire. Et ces gens-là sont ignorants. Ils ne connaissent pas, comme je dis, la portée de ce qu'ils vont dire et sont dans leurs émotions et vont vomir tout simplement tout ce qu'ils ont à dire. Et ça, c'est très dangereux. Ouais. Donc, moi, je m'abstiens de toute forme d'opinion, et j'en ai des opinions, là, mais je ne les dis pas sur la politique, la religion, certaines cultures, sur le COVID. Je m'abstiens de faire tout commentaire à cet effet-là. Puisque non seulement je peux perdre des amis, je peux perdre des fans, il peut se produire toutes sortes de choses. Donc, je pense que la sagesse du maçon, c'est d'abord se contrôler derrière son clavier, autant dans ce qu'on écrit pour partager son opinion que dans ce qu'on écrit pour frapper sur la tête des autres. Ouais. J'ai dit. Je comprends très bien, tu sais, mais ça revient aussi au processus qu'on fait là avec l'émission Sous le bandeau, tu sais. Parce qu'autant les gens ont crié haut et fort que la maçonnerie a fait ci, a fait ça, nous, on l'exprime en faisant des émissions, puis en émettant quand même nos opinions, puis dire non, nous, on le voit ça de telle manière. Fait que pour moi, dans cette situation-là, la raison pourquoi je le faisais, c'est que je fais juste dire mes opinions. Je disais la même chose que je fais avec l'émission Sous le bandeau. Tu sais. On a une émission présentement, on parle de maçonnerie. On va pas dire que les autres côtés, c'est mauvais ou quoi que ce soit. On veut juste exprimer qu'est-ce que
nous, on le ressent comme maçon, tu sais. Fait que c'était un peu comme ça, moi, je le voyais, mais je peux clairement voir que les autres le voient très clairement différemment de moi aussi, là, tu sais. Et ça me fait aussi réfléchir là-dedans, mais je trouve ça super intéressant. Oui, Claudia? Moi, je vois une nuance avec ça parce que c'est pas tant des opinions qu'on exprime ici qu'un partage d'expérience. Et puis, tu sais, quand on a des opinions, on peut se polariser. C'est très facile, c'est la dualité, les opinions. Ouais. C'est ça, non, c'est le contraire. On tombe facilement dans ça, puis on tombe dans le débat, puis dans qui va avoir raison, puis ça rentre dans une guerre d'ego. De mon expérience avec Sous le bandeau, on partage plus notre expérience, tu sais. C'est plus un partage de qu'est-ce qu'on a vécu, qu'est-ce qu'on a ressenti, comment nous, on vit les choses. Et puis pour moi, ça fait une grosse différence. Justement, hier, j'avais une discussion à ce sujet-là avec un frère. Ah oui? Et puis, c'est ça qu'on disait. On disait, tu sais, les opinions versus le partage d'expérience, c'est très différent. Puis je pense que c'est, entre autres, pour ça qu'en loge, c'est demandé qu'on parle pas ni de politique ni de religion, mais plutôt qu'on partage. On partage qu'est-ce que la symbolique nous fait vivre. On partage qu'est-ce que les initiations nous ont fait vivre. Donc, tu sais, quand c'est ton vécu personnel, les gens peuvent pas émettre une opinion. C'est ton vécu, c'est ta vérité. Donc, pour moi, il y a une bonne nuance là-dedans. Puis ce serait quoi la définition pour toi? Parce que Sylvain, il n'a pas voulu répondre à cette question-là. Il a voulu changer de sujet. En premier, fait que je pourrais le laisser répondre quand même. Mais j'aimerais ça, vu que tu as le micro, j'aimerais ça t'entendre quand même. Okay, pas de problème. Pour moi, la fraternité, en fait, c'est quand on choisit de faire partie d'un groupe. Donc, le groupe peut aller d'une personne jusqu'à toute l'humanité au complet. Et qu'on choisit de s'investir dans ce groupe-là en étant tolérant, en étant dans l'accueil de l'autre personne, en étant aussi dans le travail aussi du miroir initiatique et tout ça, d'être capable d'être honnête, de ne pas flatter l'autre personne, de ne pas dénigrer l'autre personne, mais d'essayer de faire une rencontre d'être à être, vraiment. Pour moi, c'est ça. Cool, merci. Sylvain, en deuxièmement... puisque j'ai travaillé avec le milieu policier, sans être policier, là, bien évidemment, mais j'ai appris à contourner les questions un petit peu. Hein? Mais il n'y a pas de problème, je vais remettre la lumière sur toi pour... Mais pour te dire, ce que moi je crois de la fraternité, c'est l'union de plusieurs personnes qui partagent les mêmes valeurs et poursuivent un but commun. Donc, la fraternité, c'est ça. Il y a plusieurs types de fraternité qui existent. La fraternité maçonnique, ce qui nous unit, c'est la même chose. C'est les partages de mêmes valeurs, de vertus, de noblesse. Donc, c'est la pratique de l'art royal, se construire, devenir de meilleures personnes. Donc, c'est ça qui crée notre fraternité. Maintenant, dans notre fraternité, comment qu'on s'opère là-dedans, c'est à travers des rites, à travers... différents courants de pensée. Certaines loges sont adogmatiques, d'autres loges sont plutôt tournées vers Dieu, d'autres grandes loges sont plus libérales. Il y a un petit peu de tout là, dans la franc-maçonnerie, mais en gros, la fraternité, pour moi, c'est pouvoir me réunir avec des frères et sœurs qui partagent les mêmes valeurs que moi et un même but commun. OK. Merci. Frère Paul? Toi, la fraternité, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire, au juste? Oh, la fraternité, ça c'est le grand mot en maçonnerie parce que nous sommes une société non pas secrète, je dirais une société discrète. Donc la fraternité, c'est une communion de pensée également. Et il ne faut pas oublier une chose, il y a la notion d'aide. Dans nos serments, que je ne citerai pas, bien sûr, mais que vous connaissez, on doit aider un frère au maximum. Mais lorsque tu lis le rituel, même au sacrifice de sa vie, j'en ai pas vu beaucoup, mais certainement que dans des circonstances exceptionnelles, par exemple comme la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu certainement ce genre de choses qui s'est passé. C'est-à-dire que des frères ont été capables de risquer leur vie pour sauver d'autres frères. Ça, pour moi, la fraternité, c'est pratiquement le pilier le plus important de la maçonnerie. Si on supprimait la fraternité en maçonnerie, je me demande des fois ce qui resterait. Simplement, c'est parce que ça donne aussi la notion de... Comment dirais-je, la notion d'entraide, bien sûr, mais le recul que l'on peut avoir, c'est-à-dire que on ne doit pas rentrer dans un laxisme.
Je veux dire par là. Mais il faut être juste avec ses valeurs. Alors, mon frère respecte mes valeurs, moi je respecte ses valeurs. Il y a quand même un échange, c'est la notion d'échange avec le frère. Mais un frère non plus, on ne peut pas tout excuser. C'est-à-dire, on doit être capable, s'il y a un dérapage à un moment donné, quelque part, de lui faire remarquer d'une manière diplomatique. Mais si, disons, la personne insiste trop, là, la façon devient moins diplomatique. Oui, c'est ça. Non, ça, c'est la grande valeur. Moi, j'ai toujours apprécié, je l'ai très, très souvent rencontré en loge. Et même en dehors de la loge. Parce que la fraternité, actuellement, dans la période où nous vivons, si nous n'avons pas toujours l'occasion, bien sûr, de se réunir, c'est rester en contact. Oui. Ça, c'est très important, rester en contact, Nous avons des moyens de communication qui sont quand même très développés. Il y a le téléphone, il y a l'ordinateur, mais rester en contact, montrer à l'autre que, bon, ça va, as-tu besoin de quelque chose, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire. Ça, justement, c'est la manifestation de la fraternité dans ces circonstances particulières. Et c'est celle qu'on doit entretenir d'une manière constante, à mon avis. Franco, tu connais la définition de la diplomatie? Oui, c'est l'art d'envoyer chez quelqu'un. Non, c'est l'art d'envoyer quelqu'un chez le diable en lui donnant le goût de faire le voyage. Oui, c'est ça. Très bonne définition. Très bonne définition. Merci, Paul. Yves, toi, la fraternité? C'est difficile de parler en quatrième. Disons, si on revient à l'origine, les premières sociétés initiatiques dont s'inspire la franc-maçonnerie avaient la fraternité au cœur de leur projet, pour ainsi dire, parce que c'était des petites sociétés qui évoluaient dans le monde antique, souvent autour d'un maître, comme Pythagore, ou comme Empédocle, ou comme Épicure, et qui vivaient dans le partage. Ils mettaient beaucoup de choses en commun, notamment tous les soucis de la vie matérielle, l'entraide dont parlait Paul, mais ça allait assez loin. Pas aussi loin que les sectes d'aujourd'hui qui demandent de mettre ta liberté de penser au service d'une collectivité ou d'un maître qui va tordre ça dans le sens qu'il veut. Mais néanmoins, c'était des communautés d'esprit où la réflexion philosophique, la démarche spirituelle, par exemple, chez Pythagore, c'est à la fois un philosophe et c'est l'inventeur de la gamme musicale qui associe les planètes, qui associe les notes de la gamme aux planètes. Et c'est aussi donc le chef, pour ainsi dire, d'une communauté d'esprit qui gravite autour de lui. Donc, la démarche philosophique, la démarche spirituelle et la fraternité allaient ensemble dans les sociétés initiatiques du monde antique. Et si on prend le mot Delphes, le lieu sacré en Grèce, dans le grec ancien, Adelphi, c'est les frères. Et lorsque les Américains ont fait promulgué leur constitution, la déclaration d'indépendance, un peu avant, les francs-maçons qui ont fait ça, James Madison, ils avaient beaucoup de lettres, puis ils n'ont pas fait ça à un endroit choisi au hasard. C'était à Philadelphie. Oui. Philadelphie, ça veut dire en grec ancien l'amour fraternel, la recherche de la fraternité. Hein? Et c'est là que le plus grand temple maçonnique aux États-Unis se trouve. Alors, qu'est-ce que c'est que cette recherche de fraternité, d'amour fraternel? Ben là, il faut plonger dans la mythologie ancienne qui élabore un schéma de l'origine du monde comme nous étions tous dans le ventre de la terre-mère qui nous a en quelque sorte craché, puis on est sortis sur terre, séparés les uns des autres. Et l'amour fraternel, c'est la tentative de rassembler ce qui était de refaire autant que possible l'unité originelle. Évidemment, les conditions terrestres qui nous sont imparties font en sorte qu'on ne pourra pas recréer la symbiose que nous avions dans le ventre de la terre-mère. C'est juste la mort qui va nous égaliser. Tant que nous sommes sur Terre, nous sommes différenciés. Mais une loge maçonnique et sa quête de fraternité, c'est d'essayer de faire en sorte que, malgré les différences, il y ait cette aspiration à l'unité.
Et la loge devient cette espèce de laboratoire où on met en commun nos différences, toujours dans cet élan fraternel qui nous fait aspirer à retrouver l'unité qui était peut-être celle que nous avons expérimentée avant de naître, si on croit à ce genre de mythe. Ah. C'est intéressant. Moi, bon, en tant que 5e personne, là, après tout ça, c'est tout c'était peur après 4, mais c'est encore plus difficile. Moi, je pense que la seule chose que je rajouterais là-dedans, je le vois un peu, vous allez peut-être rire de moi un peu, là, mais un peu comme un mariage, c'est comme pour le meilleur et pour le pire. On a une famille, comme tantôt tu parlais de la famille, on essaie de réunir. Ben, il y a des fois, il y a des membres de la famille, tu vas avoir peut-être moins d'affinité avec eux, mais il faut quand même t'apprendre à travailler avec cette personne-là du meilleur d'une autre, puis de lui porter support aussi, tu sais. Fait que pour moi, c'est un signe de fraternité aussi, en plus de tout ce que vous avez dit, là, donc je peux pas vraiment répéter les mêmes choses. Le but, c'est pas de répéter, là, tu sais, mais peut-être je rajouterais cet aspect-là, tu sais. Pour moi, je le vois vraiment comme dans le sens d'une famille que on a des frères qu'on aime, il y en a que dans des cousins qu'on n'aime pas trop, des fois qu'on voudrait leur donner une claque en arrière de la tête, mais c'est pas grave. On est là, on les supporte, puis on va être là quand ils vont tomber, on va être là quand on va les relever, quand ils vont se relever aussi. Puis pour moi, c'est ça aussi le sens de la fraternité. Tantôt, oui, que tu allais ajouter de quoi? Ah ben vas-y. Ben, je voulais revenir sur les premiers points que tu as abordés, dont je n'ai pas parlé moi. Tu sais, je voulais définir la fraternité, ce que tu m'as invité à faire, mais tu parlais, puis Sylvain t'a relancé aussi sur le sujet du débat actuel, tu sais, puis des contraintes ou des limites que ça semble poser pour la fraternité. Tu sais. Tu as parlé des messages de haine que tu as reçus. Tu sais. Moi, je pense, je me rappelle qu'il y a en 2012, quand il y a eu le printemps érable, j'étais dans une autre loge, c'est avant la création des Amis réunis, là. Et puis, il y en a qui étaient d'accord avec le mouvement étudiant, qui faisait grève contre la hausse des frais de scolarité. Puis il y en a qui n'étaient pas d'accord avec le mouvement étudiant. Tu sais. Donc la loge était un peu divisée entre les deux. Mais à partir du moment où le gouvernement de l'époque a promulgué la loi 12 qui restreignait le droit de manifester et que des avocats du barreau ont protesté contre ça en disant que c'était une atteinte à nos droits et libertés civiles et individuelles, là maintenant, il en allait d'une question de principe sur notre défense de la liberté. Et là, on a pu ensemble, la plupart d'entre nous, avoir une position commune contre la loi 12. Malgré que certains d'entre nous n'approuvaient pas le mouvement étudiant, moi je l'approuvais, mais il y en a qui ne l'approuvaient pas, on était à peu près tous d'accord que là, le gouvernement allait trop loin en restreignant. Alors, je pense que dans le débat actuel, il va falloir aussi que nos loges, nos obédiences, j'ai participé à une conférence maçonnique avant-hier sur le sujet, comprennent que s'il en va de principes fondamentaux que nous prétendons défendre, la liberté, et que nous constatons qu'il y a de plus en plus d'atteintes à cette liberté au nom d'un impératif qui serait d'ordre sanitaire, peut-être que nous pourrons dire que là, ça va trop loin. Et assumer cette position ensemble. Le problème, peut-être, je ne dis pas un problème, mais le risque que tu encours, toi, c'est que tu le fais en ton nom propre. Mais si on arrive en tant que loge et en tant qu'obédience à définir une position commune qui s'appuie sur une défense de nos libertés, là, on sera peut-être mieux protégé contre les risques de friction interne dont tu parlais. Tu sais. C'est vraiment intéressant. Intéressant. J'aimerais ça aller rapidement avec les questions de l'auditoire. On a quand même quelques questions de nos fans sur notre page. On a Yann qui dit quelle est la limite factuelle de la fraternité? Je vous lance ça comme question. C'est quelqu'un qui veut se lancer? Oh, Claudia? Ah oui, moi je suis prête. Vas-y. Je pense que c'est très variable puis que c'est très individuel aussi comme question. Parce que chaque personne a sa propre
quand même vision jusqu'à un certain point de la fraternité, a ses propres limites et capacités de respecter son serment jusqu'à un certain point. Tu sais, tout le monde tend à le respecter, mais jusqu'à un certain point, ben, ça dépend de ton cheminement personnel, de tes peurs, de ton état de conscience, des fois du miroir que tu vois en l'autre personne qui te fait réagir puis vouloir reculer. Donc, je pense que c'est la limite factuelle est très variable en fonction de la personne, mais que justement, c'est une aspiration vers une fraternité qui s'étend à tous les frères et sœurs de la franc-maçonnerie universelle et à l'humanité. Excellent. Oui. Mon très vénérable, tu peux... Bon. En ce qui concerne justement cette limite par rapport à la fraternité, nous avons des règlements très précis également là-dessus. C'est-à-dire que si un frère se révèle être un assassin ou un escroc de première grandeur, déjà au départ, il est suspendu. Et on attend le jugement. S'il est déclaré coupable, il est rayé. Fini, terminé et radiation. Donc, à ce niveau-là, c'est quand même relativement simple. C'est-à-dire les escrocs, les voleurs, enfin, les assassins, tout ce que vous voulez, notoires, qui se révèlent. Si c'est la vérité, automatiquement, la fraternité, il n'y en a plus. On ne va pas essayer d'aller le sortir de prison, un truc comme ça. Non, c'est comme ça que ça marche. Puis les premiers qui ont été radiés, en fait, dans l'histoire de la maçonnerie, c'est les 3 mauvais compagnons qui ont fait un assassinat à Hiram. Il faut s'en souvenir aussi, c'est les premiers, ça. Donc, vas-y. Pour enchaîner sur ce que vient de dire Paul, dans le rituel, il y a le rappel des principes que nous avons au Grand Orient du Québec, mais qui nous vient du Grand Orient de France. Elle a pour principe la tolérance, le respect de soi-même et des autres, la liberté absolue de conscience. Alors, évidemment, le respect des autres et de soi-même, ça implique aussi que dans la fraternité, on ne peut pas se lancer des pots de fleurs par la tête. Et que c'est pourquoi nous avons aussi... alors, on voit bien qu'il y a des limites à la fraternité parce que nous avons des chambres de justice maçonnique. Il n'y a pas juste la justice profane dont parlait Paul, il y a aussi la justice maçonnique. Et là, être fraternel dans de telles circonstances, c'est de donner à l'autre le droit à la parole, de ne pas faire de procès d'intention expéditif, d'avoir une justice qui soit le plus impartiale possible, donc éviter d'être juge et partie. Et moi, j'ai vu dans les loges à Montréal, on n'entrera pas dans les détails, mais qu'effectivement, la fraternité maçonnique est entachée du fait que souvent, les comptes se règlent par ceux qui tiennent le maillet et qui sont juges et partis. Et je crois que là, la fraternité en prend vraiment un coup parce que c'est très difficile de réparer les pots après ça, de passer la truelle. Mais quand il y a une justice impartiale, une sanction peut être lavée. Même une radiation peut être l'objet d'une révision. C'est pour ça que c'est très important de préserver la fraternité, l'espoir de guérir les plaies qui ont été causées par des conflits, donc de retrouver la fraternité. C'est très important d'avoir une justice maçonnique impartiale. Sylvain, il voulait en parler justement de cette justice-là maçonnique. Comment tu pourrais le voir, toi aussi, avec la fraternité? Bien, pour le simple profane, la justice maçonnique est là pour, d'une part, encadrer les règlements et constitutions d'une grande loge. Dans chaque loge, il y a un comité de justice, puis ensuite, si on demande appel de cela, bien, ça s'en va dans le jury fraternel qui est encadré par la grande loge. Évidemment, ces tribunaux-là ne devraient pas ressembler aux tribunaux civils qu'on retrouve dans la société profane, puisque les tribunaux civils vont reposer plus sur le fait de vouloir compenser un préjudice ou punir un coupable, puis trouver une victime. Alors que dans la justice maçonnique, si on va en vertu des règlements et constitutions, bien, ça va être un non-respect d'un règlement, puis il peut y avoir une sanction. Mais plus loin que ça aussi, si un frère a un conflit avec un autre frère, s'adresse à son vénérable, à ce moment-là, le vénérable peut demander au comité de justice de mettre un genre de médiateur pour trouver un terrain d'entente où tout cela va se régler en harmonie, où ce qu'on peut mettre de côté les égaux, puis à travers le miroir initiatique, se pardonner
et en venir à un processus de paix. Puisque lorsqu'on a quelque chose envers un frère ou une sœur dans une loge, c'est considéré comme un métaux. Et puisqu'on entre dans un temple et qu'on se doit se départir de nos métaux, et là, Claudia me regarde parce que c'est elle qui m'avait parlé de ça, eh bien... On le sait, Sylvain, que tu voles les concepts des autres. Oh, là. non, Ça, c'est ça. C'est on a plein d'émissions là-dessus, mais bon. Oui, vas-y, continue, Sylvain. Et comme on ne peut rentrer en loge avec nos métaux étant... non seulement notre personnalité juridique, notre personne en société, mais aussi tout ce qui est lourd, tout ce qui est énergie lourde qu'on traîne avec nous, bien, on doit se départir de ça. Donc, ça doit être absolument réglé. Puis, lorsqu'un frère, par exemple, va démissionner d'une loge pour des raisons de conflit avec un membre de la loge, bien, pour nous, c'est considéré comme un déshonneur, puisque la personne n'est pas apte à vouloir trouver l'harmonie, régler ses différends. Elle préfère dire, ben non, j'ai raison, puis je m'en vais, puis voilà. Alors, ce que je trouve bien de la justice maçonnique, c'est qu'il y a un certain désir dans ça, oui, d'impartialité, mais aussi un vrai sentiment de justice où tout le monde va en sortir gagnant. Il n'y aura pas de perdant, puis il n'y aura pas de gagnant là-dedans, mais je veux dire, tout le monde va en sortir grandi, contrairement à ce qu'on peut retrouver parfois dans les tribunaux civils. Est-ce que tu peux dire que, dans qu'est-ce que tu as dit, qu'est-ce que j'entends en fait, que la fraternité, finalement, cet aspect-là de la fraternité apporte aux maçons à travailler l'humilité et le pardon? Absolument. Absolument, c'est le but ultime. Maintenant, je laisserai mes comparses. Je voyais la tête à Yves passer de gauche à droite un peu. Ben, c'est parce que là, ce que dit Sylvain implique que ceux qui sont partie prenante du conflit sont aussi ceux qui jugent et doivent pardonner. Moi, je pense que les obédiences doivent se doter d'instances qui ne soient pas mêlées au conflit. Et donc, que ceux qui formulent le jugement et qui éventuellement prononcent une sanction, d'aucune façon aient été impliqués dans le conflit. Et c'est ça le problème des petites obédiences à Montréal, c'est qu'il n'y a pas assez de monde pour former une instance en dehors du conflit. Très souvent, ceux qui sont au conflit sont tenus de régler ça eux-mêmes. Et là, ben, dans le meilleur des cas, ils font ce que dit Sylvain, c'est-à-dire, ou Claudia, miroir, l'autocritique, le pardon, dans le meilleur des cas. Mais dans le moins bon des cas, c'est ceux qui ont le pouvoir qui règlent ça en leur faveur, en étant jugés partis. On a vu ça. Juste pour préciser, mon frère, quand je parle de la notion de pardon, c'est quand il y a un conflit entre deux frères, mais lorsque c'est en contrevenant au règlement et constitution, c'est pas la loge qui va pardonner comme telle, mais la loge va impliquer une sanction qui peut être une lecture de planche, une suspension. C'est un peu comme un conseil de famille. Conseil de famille dont tu parlais, bien sûr, ça, avant l'étape de la justice maçonnique. Par exemple, moi, j'ai été longtemps, j'ai suivi longtemps les enseignements d'une grand-mère autochtone des Premières Nations ici au Canada. Puis eux, chez les peuples des Premières Nations, ils vont, leur genre de tribunaux, ils appellent ça un cercle de feu. Donc tout le monde s'assoit autour. Là, ils font un chant, font venir les esprits et tout le monde va parler puis va régler le conflit une fois pour tout. C'est un petit peu le même esprit qu'on veut faire dans un conseil de famille. Un conseil de famille ou un tribunal maçonnique. Fantastique. On est-tu prêt pour une autre question? On a Daruma qui dit pourquoi la fraternité n'est pas agissante dans certaines loges? Oh ben là. C'est difficile à répondre, mais. On peut essayer. Oh, oui. Ben, je t'invite. Non, je veux pas être le premier. Tu veux pas être le premier? Je veux réfléchir pendant que d'autres parlent. Yves est sage, il est songé, il ne se lance pas tout de suite, il attend. C'est une question difficile. Hein? Bon. Répète la question. Je vais te répéter la question. Pourquoi la fraternité n'est pas agissante dans certaines loges? Mais moi, je vais me lancer le premier. Bon. Mais moi, je pense que ça part des officiers du Vénérable. Il faut que ce sentiment-là soit ressenti dans toute la loge. Oui. C'est comme
tu sais, un peloton militaire, lorsqu'ils vont faire la guerre, reviennent, ils ont des liens tissés serrés puisqu'ils ont vécu des expériences ensemble, ils ont fait du partage, ils ont vécu des traumas même, tous ensemble. Donc, il y a un lien de fraternité qui les unit, qui est très solide. Et souvent, les officiers, dans le cas de l'armée, par exemple, vont souvent frapper sur les membres du peloton de façon... avec des psychodrames et tout ça, pour les amener justement à s'unir et à garder des liens serrés. Ce qu'on ne fait pas en maçonnerie, on ne frappe pas sur nos membres, heureusement. Mais je crois que ça, tu sais, le reflet de ce qui est en haut est comme en bas. Donc, si dans les officiers, puis dans les gens présents en haut de la loge, il n'y a pas ce sentiment-là de lien serré, mais ça ne se transmettra pas au bas de la loge. Là, on a une personne finalement qui veut répondre en deuxième. Il a eu le temps de réfléchir. Mon frère Yves. C'est-à-dire que je suis d'accord avec ce que vient de dire Sylvain. Et donc, on essaie d'être complémentaire, donc de dire autre chose. Une loge doit respirer. Hein? Donc, on inspire puis on expire. Ça implique que la loge ne doit pas être repliée sur elle-même. Elle doit s'extérioriser un peu. De quelle manière, ça, c'est toujours à définir selon les loges. J'ai l'impression que des fois, pour répondre à la question plus directement, là, pourquoi dans certaines loges, la fraternité n'est pas agissante, il y a aussi le fait que dans certaines loges, on est trop replié sur soi. Et là, l'énergie, ne trouvant pas de voie d'extériorisation, notamment avec le monde profane, bien, ça peut, pas toujours, ça peut donner lieu à des règlements de compte. Comme un panier de crabes, en quelque sorte, là, qui tourne toujours autour d'eux-mêmes. T'sais. Alors, c'est important d'avoir des brèches. Le rituel le dit bien. La lumière qui éclaire le temple doit rayonner sur tout l'univers. Il faut une forme d'extériorisation. Et cette respiration-là vers l'extérieur, à mon avis, évite que on soit trop fixé sur... on soit toujours en train de se regarder le nombril puis celui de notre frère ou sœur d'à côté. Bon, on va essayer de la mousse ou pas dans le nombril aussi, là, mais... Absolument, quand c'est une sœur, souvent, c'est pas le nombril qui regarde. Là. Moi, pour continuer là-dessus, justement, puis contribuer, je vais parler un peu de mon expérience, moi, que j'ai eue durant mes 3 dernières années comme vénérable maître. Tu sais, la première année, pour moi, c'était j'apprenais, je regardais ce qui avait été fait dans le passé et tout ça. Puis le premier sentiment que j'avais eu, moi, c'est que dans ma loge, dans Zénith, je sentais une fraternité qui était là, d'un certain sens, parce que dans l'histoire de Zénith, ben, on sait que la majorité des membres, pas la majorité, mais une bonne partie des membres, quand même, ont été, quand on a eu l'écroulement du temple, se sont propagés dans d'autres loges pour repartir ces loges-là. Fait que pour moi, c'était un sens de fraternité, parce que le groupe était assez fort pour dire on va se séparer pour remonter les autres loges pour que ça revienne fort. Mais à ce moment-là, Zénith était un peu dépourvu. Il avait perdu peut-être 90% des éléments qui étaient là auparavant. T'sais. Il restait moi qui étais là. J'avais d'autres frères et sœurs peut-être qui restaient un peu là. Mais par après, c'était des nouvelles personnes qui étaient là durant ces 3 dernières années-là. T'sais. Et moi, je me suis dit, comme Véné, comment je peux apporter cette fraternité-là dans la loge, un peu pour répondre à cette question-là. Et moi, l'inspiration que j'ai eue, que j'ai vraiment, puis j'en reparlerai tout le temps, puis je vais resaluer encore une fois les frères de Radio Delta, parce que pour moi, c'est là que je l'ai vécu, la fraternité. C'est le moment que, durant ma 2e année comme vénérable maître, je me suis rendu à la Grande Loge de France. On a passé, Sylvain, je pense, un moment de notre vie, on a passé 2 belles loges en pleine journée. T'sais, dans une journée, on a vécu 2 loges. On a vécu, c'était quoi la fraternité? Tu sais, quand on dit le brotherhood, là, comme une équipe de hockey, là, avec les boys, là, puis qu'on était en bas, on buvait, on parlait. J'ai jamais bu autant de cognac que ce jour-là dans ma vie. mais c'est drôle de parler de ça, mais je veux dire, pour moi, la fraternité de ça va commencer par le vénérable maître qui va l'envoyer sur les officiers, puis que les officiers vont continuer, puis vont envoyer ça aussi sur les membres, puis après ça revient des membres vers les officiers, vers le vénérable maître. Ça fait quand même un cercle. Mais moi, mon aspect que j'avais vu, c'était de dire,
on est là ensemble, tu sais. On n'est pas juste en loge, on est aussi à l'extérieur de la loge ensemble. Et pour moi, le plus bel aspect de fraternité, je m'en rappellerai tout le temps, là. On était ensemble, puis on a indiqué à tout le monde, on est rendu à peu près 10h30 le soir, là. À Paris, on est à Puteaux, ça va super bien, on boit, ils sont contents. Ah, les Québécois, ouais, putain, ouais, c'est fun. Et là, un moment donné, on dit, on doit quitter parce que notre sœur Claudia venait nous rejoindre. Et là, de voir une armée de frères qui ont dit... On vous suit, on s'en va au petit café. Et on a terminé ça aux petites heures du matin. Et on a suivi par après. Et moi, cette fraternité-là, de sentir qu'on est ensemble comme une chaîne d'union ensemble, j'ai répété cette expérience-là à Zénith. Et c'est pourquoi que nous, après nos tenues, on avait des agapes, mais on avait aussi des après-agapes. Et ces après-agapes-là, on continuait à déplacer parce que les frères et sœurs voulaient continuer à contribuer. Et ça a fait après qu'on a continué. Bon, je ne l'ai pas ici, là, mais on est allé faire des activités chez Moisson Montréal. C'était Zénith qui a parti ça. T'sais. On est allé faire des paniers ensemble. On a aidé les enfants. Là, on a fait l'année passée, au mois de décembre, on a fait au-dessus, je crois, de 3000 repas pour les enfants des paniers de Noël, mais on avait ce sens-là de fraternité, comme tu disais, un peu, Sylvain, on est une équipe, on va ensemble, on se bat à la vie et à la mort. C'était ça pour moi. Et j'ai l'impression qu'à Montréal, présentement, comme tu disais tantôt, il y a des fois, il y a des vénés, mais c'est le véné. Mais il n'y a pas le véné et c'est pas la loge, c'est juste une personne qui dirige le show et que les gens regardent un spectacle. C'est comme si on est un artiste en avant qui dit, ou un maître un maître qui va avoir pas une chorale, mais un orchestre. Ouais, c'est ça. Et les gens vont suivre selon les ordres. Mais en réalité, il faut que le véné initie pour que cette énergie-là lui revienne par après. T'sais. Mais j'avais remarqué, moi, que je le voyais pas, ça, à Montréal, dans les loges que je voyais pas. Ben, surtout pas dans les loges à Yves, non. Ça veut dire que je le voyais pas dans nos loges, nécessairement. Puis je me disais, il y a peut-être ça qui manque un peu, tu sais. Puis pour Zénith, en tout cas, c'est certain que c'est ça qui manquait pour Zénith. Et j'ai pu le voir, ce changement-là. J'ai pu voir les gens s'impliquer puis dire, OK, non, on fait partie d'une fraternité, on est là, on s'implique puis on a du fun. Fait que je sais pas si ça répond un peu à la question, mais je crois, Yves, tu l'as rajouté de quoi? Puis il y a aussi Claudia, je vois, qui prend le micro. Rapidement. L'Ancien Testament dit qu'il faut avoir mangé beaucoup de boisseaux de sel ensemble avant d'être amis. Donc, les exemples que tu as donnés sont parfaits. Tu sais. C'est presque un combat, en quelque sorte. Oui. Pour établir la fraternité, parce qu'on a beaucoup de démons à conjurer, puis le monde extérieur nous donne aussi beaucoup d'occasions d'intervenir. Et je pense effectivement que la loge ne doit pas être juste l'occasion pour le vénérable maître de s'illustrer en faisant des bons mots, tout ça, mais qu'il doit y avoir un bras, le corps, là, des membres de la loge qui, galvanisés peut-être par un vénérable maître ou un autre officier, ont des projets pour la loge, à l'intérieur de la loge comme à l'extérieur de la loge. Oui. Et que c'est ça qui fait de la fraternité quelque chose de vivant et d'agissant. Oui, puis c'est vrai, tantôt je disais que je voyais ça, nous, mais c'est pas vrai. De ton côté, vous aviez même un projet pour des projets sur l'intelligence artificielle, vous avez impliqué vos frères et sœurs aussi. Oui, mais là, on ne voit pas à la caméra, là, qu'est-ce que tu fais, là, mais c'est pas grave. Selon moi, c'est quand même des parcelles, justement, c'est ça de la fraternité, tu sais. C'est le fait d'initier des choses, puis on voit justement les frères qui répondent aussi, parce que sinon, les gens vont aller comme une sortie au cinéma, tu sais. Oui, c'est ça. Claudia, tu voulais dire que de quoi? Ben oui, pour commencer, je te remercie d'avoir ramené à ma mémoire ces souvenirs-là de quand on est allé prendre un petit café tout le monde ensemble. C'était extraordinaire. Ouais. Puis j'ai pu bénéficier aussi de cette expérience de fraternité, bien que je n'étais pas dans les loges avec vous à ce moment-là. Mais moi, j'avais été à la Grande Loge féminine de France, donc j'avais aussi expérimenté la fraternité. C'est ça. Mais on avait fini un petit peu plus tôt que vous. Ah. Mais ce que je trouve intéressant, la fraternité, c'est quelque chose qui est très évocateur pour moi. Parce que quand on dit que la cause première, c'est la dualité, souvent, une des choses qui se passe, c'est qu'en arrivant dans la loge, on a tendance à répliquer ce qui se passe dans le monde profane, même sans s'en rendre compte. On a tendance à parfois antagoniser l'autre personne qui se révèle finalement être une partie de nous-mêmes qu'on voit en l'autre, puis qu'on doit surmonter, on doit transcender, on doit faire l'alchimie finalement. Oui. Puis... C'est quelque chose que je trouve on y touche quand on vit l'initiation la première fois, parce que tous les maçons vivent l'initiation qui est la même, qui est assez similaire du moins à travers les rites, à travers la franc-maçonnerie universelle. Puis
Puis ça, c'est propice à amener une camaraderie. C'est propice à... Puis cette camaraderie-là est importante parce que les autres personnes sont ce qui nous permettent si on serait tout seul chez nous, là, on ne serait pas capable de travailler sur nous avec le même degré. On serait tout seul, c'est sûr qu'on peut avoir des réflexions sur ce qui s'est passé, sur des projections, mais le monde extérieur qu'on vit, qu'on projette, nous permet d'être vraiment capable de se regarder puis de faire un travail intérieur profond. Puis la camaraderie, c'est ça. C'est de dire, aujourd'hui, là, tu me tapes ses nerfs, mais... Hein, Franco, aujourd'hui, non? Là, c'est épouvantable, là. Il m'a coupé ton micro. Regarde, tu me tapes dans ce point-là, comme ça. Ouais. Mais c'est d'être capable de dire ça, de dire « Ah! » Puis de dire « C'est vrai, c'est mon antagoniste. En réalité, c'est mon frère. En réalité, il est là pour m'aider à avancer. » Puis que quand on se rend compte qu'on est dans ces situations-là, bien, d'être capable d'avoir la camaraderie, de rire, d'être positif, de s'entraider, de peut-être, quand quelqu'un nous fait un commentaire, au lieu de le prendre au premier degré tout de suite, de prendre le pas de recul, puis de dire « Hey, c'est mon frère. C'est quelqu'un avec qui j'ai choisi de faire le chemin. C'est mon compagnon de route. » Pour moi, ça, c'est quelque chose de... C'est tellement difficile à exprimer, mais c'est un peu la même chose que j'ai ressenti dans les arts martiaux. Tu sais, quand on avait parlé, là, on avait fait de l'émission sur ce sujet-là, c'est la même chose aussi. C'est qu'on n'a pas vraiment nécessairement des ennemis dans les arts martiaux, mais on a des adversaires. Mais en réalité, on s'entraîne tout le monde ensemble dans le même but. Oui, c'est un peu la même chose. C'est ça, pour moi, c'est ça vraiment l'essence de la fraternité. Ah, fantastique. Fantastique. Écoute, merci. Moi tantôt, quand tu parlais d'antagonisme, moi, tu sais, je pense que je l'ai déjà montré, à un moment donné, j'ai un des tests de personnalité que tu peux prendre par Internet. Là, ça donne avec plusieurs personnalités. Moi, je suis l'antagoniste en plus là-dedans. J'étais comme, ouais! Tu le vois, le gars, c'est un gars avec un chevalier, avec une épée, puis son bouclier, puis qui part à la guerre. Moi, je suis le gars qui part à la guerre. T'as le protagoniste, qui est la personne qui vit l'histoire, puis t'as l'antagoniste, qui est la personne qui s'y oppose. Ouais. Mais pas toujours mauvaise, mais perçue par le protagoniste comme étant l'autre côté de la dualité, tu sais. Là, mon frère Franco, cherche pas pourquoi tu as eu tant de commentaires sur tes propos sur Facebook. Ouais, là, absolument. Puisque tu es l'antagoniste. Je sais. Je l'assume. C'est le nom qu'un journaliste anglophone avait donné à Lucien Bouchard. Ah oui? L'antagoniste. On l'a démonisé à l'époque du référendum. Oh wow. The Antagonist. Donc, cool. pour répondre à la personne qui nous a posé la question, pourquoi est-ce que c'est limité? Ben, je pense que des fois, c'est que quand on entre en franc-maçonnerie, c'est parfois difficile de savoir exactement qu'est-ce qu'on va y faire. Puis je pense que ça prend beaucoup de temps et de nombreuses années, de nombreuses recherches avant de toucher ce à quoi... Tu sais, on le pressent, mais avant d'y toucher, je pense que le chemin est long. Puis je pense que des fois, c'est une mécompréhension de ce qu'est la franc-maçonnerie, de tout le processus de fraternité qui est un processus d'évolution. Donc pour moi, c'est un peu ça. C'est la cause première qui est la dualité, puis c'est le fait que par ignorance, on ne l'a pas transcendé. Cool. Parfait. Une question pour toi, Yves. Je t'écoute. Je pense qu'elle est taillée parfaitement pour toi. Mm-hmm. Et ça vient de Fabrice qui dit « La fraternité passe-t-elle invariablement par la défense de la laïcité? » Oh! C'est vrai que c'est pour toi, ça. Je pense que oui. Oui. Je pense qu'une société ouverte sur l'autre, comme ce que nous sommes, le Québec et d'autres sociétés occidentales, doit créer un citoyen d'abord et avant tout. C'est le projet de la République en France, là, avec sa grandeur et ses ratés. Et puis, dans l'espace public, il faut être un citoyen d'abord et avant tout. Et se reconnaître une allégeance morale à l'égard, pas juste légale, mais morale à l'égard de cette citoyenneté de la République qui en est le foyer. Et je pense que c'est la laïcité qui permet ça. La laïcité, c'est juste la neutralité de l'espace public où les citoyens vont se rencontrer et se reconnaître en tant que citoyens. À partir du moment où l'allégeance à Daesh l'emporte sur l'allégeance à l'État, qu'il soit la France ou le Québec, ben on commence à avoir des problèmes. Alors moi, je pense que la laïcité, c'est ce qui nous permet de nous reconnaître comme citoyens et comme frères. Et que la religion doit, je
je pense que c'est le projet des sociétés occidentales auquel la franc-maçonnerie a beaucoup contribué. La religion doit rester une affaire privée, protégée par l'État, mais une affaire privée. Et que dans l'espace public, nous devons nous reconnaître d'abord et avant tout comme citoyens et non pas comme partisans ou co-religionnaires. Tu sais. Ouais. Parce qu'effectivement, c'est là que des exclusions sont prononcées. Alors, on ne peut pas s'empêcher, nous, par exemple, dans une société comme la nôtre, de considérer que le voile islamique n'est pas ce que disent les islamistes. Je ne parle pas des musulmans, parce que je parle des islamistes. Donc nous, comme on croit à l'égalité des sexes, eh bien, on veut que dans une société moderne et laïque, les femmes puissent être libérées d'une exigence qui proviendrait de leur religion. C'est pas juste l'islam qui est en cause ici. Ouais. Et donc, la laïcité protège aussi cette fraternité qui nécessairement passe par l'égalité. Si on a une religion qui, quelle qu'elle soit, qui, par certains de ses us et coutumes, contrevient à l'égalité telle que nous... Parce que, encore une fois, nous avons le droit et la légitimité de définir ce que nous pensons être l'égalité entre les sexes. Oui. Et pour nous, une femme doit avoir la même part d'héritage que le garçon. On ne va pas accepter qu'elle ait un quart de la part du garçon. Et pour nous, une femme doit conserver son clitoris. On ne va pas accepter qu'on lui enlève le clitoris pour garantir qu'elle puisse se marier, qu'elle soit une femme digne. Alors, on a le droit de définir pour nous que l'égalité passe par l'intégrité corporelle, par la stricte égalité au niveau de l'héritage, par un accès absolument libre à l'éducation supérieure et à la santé. Voilà. Alors, la laïcité, c'est aussi protéger ça. Hein? Alors, un exemple pour terminer. Là, je m'avance beaucoup avec de tels exemples, mais... Fais attention, parce que ça se peut qu'il y a certains regroupements sur Facebook qui vont reprendre nos segments là, pour dire que tu as dit d'autres choses. On verra bien. J'ai une amie qui est infirmière dans un comment on appelle ça, là? CHSLD? Pas un CHSLD, un CLSC, mais ça a changé de nom. Ça a changé de nom, c'est plus... C'est 3S. Un groupe... c'est 3S maintenant? Un SUS. Non, un GMF, un groupe de médecine familiale. Bon, tu sais. Alors, c'est une musulmane d'Algérie, tu sais, mais elle est blonde, puis elle parle un français comme si elle venait de France. Alors, elle reçoit un couple, c'est un couple d'Algériens. La femme est un peu mal à l'aise parce qu'elle a une douleur au sein. Et il n'y a pas de femme comme médecin traitant ce jour-là au GMF. Et là, l'homme, pensant que l'infirmière ne comprend pas l'arabe, dit à sa femme qu'il va la répudier s'il y a un homme qui la touche. Donc, il refuse absolument que... ça se passe à Montréal là, le printemps passé. Il refuse absolument que sa femme soit vue par un médecin traitant homme. Alors là, l'infirmière qui comprend l'arabe fait un clin d'œil fraternel à la femme. On va leur dire qu'elle a tout compris. Ils s'en vont. Et la femme est revenue la semaine d'après seule. Puis là, elle a vu le médecin qui était disponible ce jour-là. Elle est venue sans son mari. Mais il a fallu cette compréhension de l'infirmière qui comprenait l'arabe pour aider la femme qui avait cette tumeur à voir assez rapidement un médecin parce que son mari... Ben, la laïcité, c'est empêcher effectivement cet obscurantisme qui fait que certains hommes ne veulent pas que leur femme soit touchée par un médecin et au détriment de la santé et de la vie même de leur femme. Moi, je pense que et la fraternité et l'égalité doivent passer par... Et je voudrais ajouter un dernier élément, puisque c'est un sujet très sérieux. L'OMS, puis la Banque mondiale ou Oxfam annoncent qu'à cause du réchauffement climatique, dans les prochaines années, il va y avoir des vagues de réfugiés climatiques qui vont déferler sur le monde occidental. Ce qu'on a vu là, avec les migrants syriens, là, c'est beaucoup déjà. Il y a des camps en Turquie, il y a des camps en Grèce, ce sont des milliers. Hein? Puis on voit aussi les noyades sur la Méditerranée. Ça va être décuplé, et peut-être plus que ça dans les prochaines années. Tous ces gens-là vont frapper à nos portes.
comment on va pouvoir les accueillir, être hospitaliers, si il n'y a pas la laïcité? Ben, il va y avoir la montée de l'extrême droite, comme en ce moment dans beaucoup de pays européens, où l'extrême droite est la première force politique. Il y a des pays, il y a en Finlande, un des pays les plus démocratiques au monde, il y a un parti qui s'appelle le Parti des vrais Finlandais, qui est ouvertement un parti anti-musulman. Ah oui. Alors, la laïcité, c'est ce qui nous protège de cette montée des extrêmes. Si on veut être en mesure d'accueillir puis d'honorer en tant que franc-maçon notre devoir d'hospitalité de tous ces migrants climatiques qui vont arriver, il faut empêcher que cet accueil-là suscite des tensions, une grogne, puis qu'on ait la montée de l'extrême droite. Puis on ne pourra pas faire la morale aux gens de l'extrême droite en leur disant que c'est pas bien, puis essayer des... Alors, il faut la laïcité pour nous protéger de cette tension qui pourrait surgir si on devait accueillir des millions de gens pour honorer notre devoir d'hospitalité. Moi, je pense que c'est seulement la laïcité qui va nous permettre de rester des humains dans la tourmente qui nous attend dans les prochaines années. Sinon, ça va être la montée vers les extrêmes et la violence. C'est intéressant. J'avais pas vu la laïcité comme ça, moi, comme symbole de liberté, mais c'est vraiment super intéressant. Écoute, je suis pas mal sûr que notre auditeur Fabrice est très heureux de cette réponse-là. J'y ai répondu honnêtement au meilleur de mon argumentation. Voilà. Ouais. Excellent, excellent. Écoutez, on est déjà rendu à l'heure. En fait, on a dépassé encore de quelques minutes, là. Donc, on va y aller rapidement avec le mot de la fin. Ma sœur Claudia, oui, je te regarde. Ah oui, on regarde toujours les dames de bord. Donc, ma sœur, vas-y donc avec ton mot de la fin. Bien, merci beaucoup pour m'avoir invité, puis merci à nos invités qui sont là aujourd'hui aussi. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Et puis, j'ai trouvé ça m'a enrichi beaucoup, la discussion aujourd'hui. Puis, d'ailleurs, Yves, mon frère, je trouve ça très intéressant ce que tu viens de dire. Ça me fait réfléchir beaucoup. Puis, c'est comme Franco, je ne l'avais pas vu comme ça. Puis, les points que tu as amenés, je trouve ça vraiment intéressant. Donc, ça va être matière à réflexion pour moi. Merci. Merci, mon frère. Sylvain, ton mot de la fin? Mais il en est de même à Lorient. Il en est de même pour moi concernant la laïcité. Je n'avais pas vu ce point-là. C'est une très bonne réflexion. Puis je suis bien content d'avoir entendu ça. Ça m'apporte plus loin dans le sujet d'autres réflexions. Ouais. Il a l'air de rien, Yves. Il est caché. Là, on ne le voit pas à la caméra, là, mais je vous dis... Ah, il est discret, Yves. Vous le dites, là, vous le voyez pas. Contrairement au groupe complotiste là, au Québec qui croit que c'est lui qui dirige le Québec au complet, là, mais ne vous en faites pas, c'est pas Yves. Mais c'est très sage. C'est très bien expliqué qu'est-ce qu'il nous a partagé aujourd'hui. Excellent. Mon frère Paul... notre grand sage, ton mot de la fin? Le grand sage, j'oublie ça. Quoi. Qu'est-ce que je veux dire? Non, comme le faisait ressortir Yves, la laïcité est un élément majeur dans nos libertés. Il ne faut pas oublier ça. Et d'ailleurs, lorsqu'il y a eu Dieu sait que ça fait des remous à l'époque, en 1905 en France, la séparation de l'Église et de l'État, ça fait pas mal de remous, mais on dit, bon, l'Église d'un côté, l'État de l'autre. Mais pas le mélange au niveau des pouvoirs. Autrement, on tombe dans une dictature, on tombe dans une théocratie. Ouais. Et souvent, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Hein. Alors, il faut toujours se méfier. Parce que ce que je remarque, par exemple, sur Internet, c'est que des modes, ne serait-ce qu'alimentaires, deviennent des dogmes. Et ça... c'est très clair et très net. Alors, je me méfie beaucoup des grands principes ou des grandes modes. Ouais. Ça, non. Et la laïcité, c'est le garde-fou, en quelque sorte. Dire, bon, vous êtes bien gentil, mais ça, c'est possible, mais ça, c'est pas possible. On ne peut pas toujours être laxiste ou être toujours conciliant. C'est pas vrai. Ouais. La nature humaine n'est pas comme ça. Ouais. Alors, moi, tout ce que je souhaite, c'est que premièrement, nous prenions conscience de la fraternité, ce que c'est vraiment la fraternité. Ouais. Et deuxièmement, qu'on respecte au moins la laïcité également. Ouais. J'ai dit. Merci, mon frère, pour ton mot de la fin. Mon frère Yves, tu as le micro?
Il y a un point avec lequel je ne suis pas d'accord avec Paul, on le débattra une autre fois, c'est quand On part à la deuxième émission maintenant. Oui, je vais proposer un sujet. C'est quand il parle de ces modes alimentaires qui peuvent devenir un dogme, et je crois comprendre qu'il évoque le véganisme, n'est-ce pas? Exact. Bon. Et moi, j'aimerais lancer l'idée, qu'on développera une prochaine fois, que la fraternité, au 21e siècle, doit s'élargir. Hein? C'est comme l'égalité. Au début, c'était juste des hommes. Les femmes n'étaient pas... Alors, on a élargi l'égalité, mais la fraternité doit aussi s'élargir, ainsi que l'égalité. Puis il faudrait peut-être penser à accorder des droits aux animaux, puis se demander, nous, francs-maçons, dans nos rituels, dans nos principes, dans notre symbolique, quelle place on veut bien accorder aux animaux. Puis si on veut être des francs-maçons du 21e siècle, être des acteurs positifs des changements qui sont nécessaires pour que l'humanité survive, parce que je pense que l'humanité va jouer sa survie dans les prochaines années, eh bien, peut-être qu'on devrait réfléchir à notre rapport aux animaux. Et que ça pourrait être un sujet mystérieux pour une émission sous le bandeau, la franc-maçonnerie et l'animal. C'est intéressant, ça. On devrait inviter un membre des Premières Nations pour venir en parler. Oui, ça, aussi. parce qu'ils ont une façon très particulière de respecter les animaux. Bien sûr. Oui, on pourrait inviter aussi Cocotte. On pourrait donner un micro. Elle veut parler depuis tantôt, en plus. Là, c'est ça. Mais ça ne les empêche pas de les manger. Non. Merci, Foc, de m'avoir donné ta viande. Grâce à toi, je pourrais nourrir ma famille. Il y avait des rituels où on demandait pardon, mais il y avait un respect de l'animal aussi qui s'est beaucoup perdu. Qui s'est beaucoup perdu à cause de l'industrialisation massive. Mais il y avait aussi, c'est dans la même voie aussi, mais c'est autant avec les végétaux aussi. Là, donc les arbres, tout ça, quand ils devaient couper un arbre, ils devaient leur demander pardon. Oui, il y a tout des ça aussi. ancêtres. C'est ça. Avec une offrande de tabac. Moi, il y avait un Amérindien qui m'avait expliqué ça provenait d'où le mot végétarien. C'était un mot qui provient des Mohawks, qui voulait dire mauvais chasseur de la tribu. Il l'a répété pour une 8e fois, mesdames et messieurs, dans les émissions. Ouais, C'est une farce, hein? C'est pas vrai. On le sait. Merci Sylvain, merci Yves. Moi, de mon côté, c'est comme à l'habitude, je donne les remerciements à tous nos membres Patreon. Donc, si vous voulez contribuer à l'émission, c'est super simple. Vous allez sur patreon.com/sous le bandeau. On a 3 forfaits. On a un forfait à 3 $, un forfait à 5 $ et un forfait à 7 $. Qu'est-ce que ça paye en fait? Ça paye les infrastructures, ça paye les micros que vous voyez présentement, ça paye le serveur web aussi. Je dis quand même une parcelle, là, parce que c'est sûr que ça ne couvre pas tous les frais, mais c'est pas grave, on le fait par amour. Mais si on est capable de payer certaines choses, on est toujours très heureux là-dedans. Donc, un grand merci aux pierres brutes. En fait, il y a une seule pierre brute présentement, c'est le Fat Pack. Donc, un grand merci. Les auditeurs flamboyants, on a Cindy, Carl-Henri, Vincent, Thomas et Thomas. Et nos maîtres podcasters sont Éric, Raymond, Cap Jazz, Dominique, Michel, Laurent, Cédric, Thibault, Ronan, Pierre D. et Sean, qui est notre nouveau patron aujourd'hui. Donc, Sean, qui est un grand fan aussi de l'émission Sous le bandeau. Donc, un grand merci à tout le monde. Merci à tous ceux et celles qui nous ont suivis aujourd'hui en direct sur notre page Facebook, facebook.com/sous le bandeau. On est diffusé un peu partout sur Radio Delta, Radio H2O.ca. On est aussi sur Balado Québec, RZO Web. Donc, un grand merci d'avoir été là parmi nous. On est officiellement rendu en 3 ans d'émission à 55 000 téléchargements dans plus de 125 pays. Donc, c'est quand même assez incroyable. Merci. Donc, un grand merci à tout le monde. Puis, on se reparle une prochaine fois. Bye bye.